Nous sommes ici dans la plaine de Riam, une région qui était annexée et entourée de barbelés par les Israéliens. Et ils ont construit ce mur par peur. Ils ont peur du Hezbollah. Ici, c'est la ligne bleue qui marque la séparation entre la Palestine et le Liban. Vous pouvez voir ici la démarcation en bleu. Cet endroit a beaucoup d'importance pour chaque personne qui a de l'honneur et qui aime sa terre et sa nation. C'est un endroit sacré. Une armée avec de l'artillerie, des moyens, n'a pas pu vaincre un groupe de résistants qui tiennent à leur terre. C'est la preuve que le courage n'est pas une question d'armes, ni d'aviation, ni de force. C'est surtout la patience et le courage qui renforcent l'humain. C'est ici que tout a commencé et que tout s'est terminé. C'est ici que tout a commencé. Le 6 juin 1982, au petit matin, l'armée israélienne franchit la frontière libanaise. Le Premier ministre Menahem Begin et son ministre de la Défense Ariel Sharon veulent porter un coup décisif à la résistance palestinienne et à son chef, Yasser Arafat, installé à Beyrouth. L'opération Paix en Galilée s'achève le 29 septembre 1982. Personne ne sait alors que l'occupation israélienne du sud du Liban se poursuivra pendant encore 18 ans. Mais surtout, personne ne peut imaginer la place que prendra au fil du temps une petite organisation de guérilla libanaise formée et soutenue par la République islamique d'Iran de l'ayatollah Khomeini, le Hezbollah, le parti de Dieu. Le parti, qui était une sorte de groupe de combat clandestin, de groupe de résistance, est devenu un très grand parti libanais, d'une part, et une très grande force régionale, d'autre part. La mentalité stratégique, le sacrifice, l'abnégation parfois. Tous ces éléments ont joué un rôle dans la montée en puissance du Hezbollah. 40 ans après son apparition, le Hezbollah n'incarne plus seulement la résistance face à Israël. Sous l'impulsion d'Hassan Nasrallah, son chef, le parti de Dieu s'est profondément transformé. Il s'est imposé sur la scène libanaise et moyenne-orientale. Le Hezbollah est un parti politique, un groupe armé, mais aussi une force économique et sociale. Le Hezbollah est tout puissant. Est-ce que les adversaires du Hezbollah pensaient qu'il prendrait cette place au fil du temps, malgré tous les coups qu'ils ont essayé de lui porter? Je pense que non. Je pense qu'ils en sont peut-être extrêmement surpris. Je n'imaginais pas que le Hezbollah allait devenir aussi fort. Personnellement, j'ai suivi toute sa trajectoire et personne ne pouvait imaginer, même peut-être les dirigeants du Hezbollah eux-mêmes, qu'ils allaient devenir aussi forts. Mais 40 ans après son apparition, le Hezbollah évolue maintenant dans un contexte de très forte tension populaire provoquée par une profonde crise politique et économique qui frappe le Liban. Le parti de Dieu a toujours cultivé le culte du secret sur son organisation. Exceptionnellement, ses combattants et ses partisans d'hier et d'aujourd'hui racontent ce qu'il a été, ce qu'il est devenu et ce qu'il pourrait être. À Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban, ils sont des voix du Hezbollah et de ses décennies de changement. كيف ستورث الجيل الذي من بعدك كرامة وعزة وقوة
أخاطبكم من بعيد ولا عبر شاشة. Je m'appelle Mounif Naïef Hamoud, de Farkila. Je suis né en 1964. Mounif est un combattant de la première heure du Hezbollah. Il a été de toutes ces guerres face à son ennemi israélien. Le Hezbollah est le seul parti qui œuvre réellement pour la nation. C'est pour ça que je me suis tourné vers lui, parce qu'il était dans le vrai. Les Israéliens nous ont attaqués alors que j'étais encore un jeune homme. Et j'ai vu le drame. Nous avions besoin de quelque chose pour les combattre. À cette époque-là, nous ne faisions pas de différence entre le Parti communiste, le Hezbollah ou le Parti Baas. Nous allions vers ceux qui nous fournissaient des armes pour combattre les Israéliens. Nous avons pris les armes sans savoir avec qui nous étions. J'ai été emprisonné pour cette cause-là. Et c'est en prison que j'ai été en contact avec des membres du Hezbollah. Et là, j'ai su où était la vérité. C'est à Riyam, dans le sud du Liban, qu'Israël emprisonnait les opposants à son occupation. Les combattants du Hezbollah l'ont libéré le 25 mai 2000. Mounif y a été détenu pendant plusieurs années. Il assiste à chacune des cérémonies du souvenir. Les ruines de la prison font partie intégrante de son histoire et de son engagement. Ce lieu signifie tout pour nous. Il signifie tout pour notre vie. Parce qu'on a beaucoup souffert, donc on a beaucoup appris. C'est évident, la prison est une école. C'est une deuxième école, surtout pour les opprimés. Je sens que mon engagement a augmenté. Comme cette voie est juste, nous restons dessus. Et nous défions tous ceux qui veulent remettre en question cette voie. C'est notre vie, notre idéologie, nos principes, notre constitution. Chaque personne défend sa terre, sa patrie, son honneur. C'est ça le Hezbollah. On s'est engagé pour défendre notre terre, car un gros serpent vit à côté de nous et nous menace, sur notre terre, notre ciel, notre mer. Le Hezbollah est le seul qui défend notre terre. Et sans lui, et sans le sang des martyrs, et sans les frères prisonniers, nous n'aurions jamais pu récupérer cette terre. Le Hezbollah a commencé à partir de groupes islamistes divers durant les années 80-82. Et lors de l'invasion israélienne en 1982, ces groupes ont pris la décision de résister à l'invasion.
Ils ont créé un groupe qui s'appelait le groupe des 9, qui comptait 9 personnes. Ils sont allés en Iran et lui ont demandé son soutien. Et à travers la coopération avec l'Iran et l'entraînement par la garde révolutionnaire, ils ont créé ce qu'on a appelé plus tard le Hezbollah. En fournissant au groupe des armes et des formateurs, l'Iran ne soutenait pas seulement ses frères chiites. Il s'assurait aussi de disposer d'un levier idéologique et stratégique au Proche-Orient. Abbas Moussaoui, un religieux chiite très populaire dans la vallée de la Bekaa, s'impose rapidement comme le leader de ce groupe armé clandestin. Sous son impulsion, le futur Hezbollah recrute tous azimuts ses combattants. Ces combattants étaient partout au Liban. Ce sont eux qui ont formé le noyau de la résistance. Certains ont été tués, d'autres combattent toujours. Beaucoup de jeunes appartenaient au groupe palestinien Fatah, puis ils ont rejoint le Hezbollah. Il y avait aussi des jeunes non affiliés qui ont été formés par la garde révolutionnaire iranienne dans la Bekaa et en Syrie. Et après, ils sont devenus des combattants du Hezbollah. Quand on se déplaçait d'ici pour aller au sud, on portait nos uniformes militaires, nos armes, pour aller marcher longtemps dans les montagnes et les vallées avec une immense spiritualité. Comme un touriste qui veut voir chaque pierre, chaque coin et se renseigner sur tout. On militait dans cet esprit de passion. Nous étions ravis de vivre ces moments. Nous étions contents de vivre ces moments. Et quand on se trouvait face à un danger direct, on était encore plus heureux. Même quand l'un des jeunes tombait en martyr, les autres l'enviaient. Il est parti avant moi, pourquoi ce n'est pas moi à sa place? Tu vois comment? C'était la culture qu'on portait. Au Liban, les attentats se multiplient contre des cibles militaires, mais aussi civiles. 18 avril 83, l'ambassade des États-Unis est ravagée par 200 kilos d'explosifs, tuant 63 personnes, dont 17 Américains. Et la liste de ces attentats est longue. Le Hezbollah, toujours clandestin, renverra la responsabilité de ces attaques à une myriade de groupuscules qui agiraient dans son ombre et en dehors de ses directives. Détournement d'avions, prise d'otages, attentats, élimination d'opposants. Au Liban et en Israël, en Europe ou en Amérique latine, les actions attribuées au Hezbollah sont nombreuses. Et au fil des années, le groupe sera qualifié de terroriste par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le parti, jusqu'à aujourd'hui, défend toujours avec vigueur ses seules actions militaires en les plaçant sous le drapeau de la résistance. Il y a un État terroriste qui s'appelle l'entité sioniste. Cette entité sioniste s'appelle Israël. Il agresse le Liban depuis des années. Ils ont tué des civils, etc., etc. Et vous ne voulez pas qu'on se défende contre eux? La résistance défend le Liban contre l'ennemi sioniste et contre le terrorisme que l'Occident a créé. Robespierre était-il terroriste ou résistant? Les rebelles de la France, Charles de Gaulle était-il terroriste ou résistant? Jean Moulin était-il terroriste ou résistant? Si vous dites qu'ils sont des terroristes, j'accepte. Si vous dites qu'ils étaient des résistants, alors nous sommes des résistants. Je vais parler en français. Est-ce que les Libanais et les Arabes et les Palestiniens n'ont pas le droit de créer leur résistance? Est-ce que c'est un droit restreint à des peuples et non à d'autres peuples? Et concernant l'assassinat d'opposants? Quelqu'un a-t-il présenté des preuves? J'aimerais discuter avec vous par la science, la raison. Accusation, accusation toute la journée, sans aucune preuve. Ça rime à quoi? D'accord. Celui qui veut accuser, il doit présenter des preuves.
Non seulement au Liban, on accuse le Hezbollah, ça a commencé par les États-Unis, jusqu'à une partie de l'Europe, jusqu'à une partie des pays arabes. Vous savez pourquoi? Parce que nous combattons Israël. Vraiment, nous combattons. Et vraiment, nous allons combattre Israël. Le parti ne veut pas agresser qui que ce soit, et il ne veut pas être agressé non plus. Il y a une citation célèbre de l'un de nos dirigeants religieux qui dit « Nous ne sommes pas avec la violence absolue, mais nous ne sommes pas non plus avec la bienveillance absolue. Nous sommes avec le droit. Et si le droit appelle à la violence, alors nous serons avec la violence absolue. » Cette phrase résume le tout. Après 3 ans de clandestinité, le Hezbollah se dévoilera au grand jour en février 1985 par la publication de son premier manifeste politique. La lettre aux déshérités installe le parti dans une fonction de résistance et de promotion de la religion islamique au Liban. Le Hezbollah est désormais un groupe militaire redouté de tous et il dispose d'une feuille de route. Mais il vise plus loin que la seule résistance armée. Et le 16 février 1992 marque une étape décisive dans son histoire. Une frappe aérienne israélienne élimine Abbas Moussaoui, le secrétaire général du parti. Le Sayed Abbas al-Moussaoui était un savant religieux, un imam de la BKA et un activiste. Il était très populaire. Et quand il a été tué, cela a rendu plus fort le Hezbollah. Hassan Nasrallah, âgé de 32 ans, succède à Moussaoui, son ami et son mentor. Nasrallah porte le titre honorifique de Sayed, celui que l'on réserve aux descendants du prophète. Ce cofondateur historique du Hezbollah l'engage sur la voie de la politique. À la surprise générale, le parti remporte 12 sièges au Parlement lors des élections législatives de 1992. Mais Nasrallah consolide aussi la stratégie et la tactique du parti. Les attaques du Hezbollah se multiplient, elles sont mieux coordonnées, elles sont aussi mieux ciblées, jusqu'à la victoire finale face à Israël. Le 25 mai 2000, Tsahal, l'armée israélienne, doit se retirer du territoire libanais, mettant fin à 18 ans d'occupation. لتؤكد أن ما جرى في جنوب لبنان هو هزيمة إسرائيلية كاملة. أنتم فرضتم على العدو شكل الانسحاب ووقت الانسحاب. Le Hezbollah est alors au sommet de sa réputation et Hassan Nasrallah, stratège et tribun hors pair, construit sa légende. Là, c'est bien sûr la photo du Sayed Hassan Nasrallah. Lorsque je le regarde, j'y vois la vérité, la légitimité, la force, la solidité, le courage et d'autres qualités encore. On ne peut pas nier que les Israéliens et les autres ennemis le respectent et respectent aussi l'imam Khomeini. Le Sayed, que Dieu lui prête longue vie, puisse toujours présider la direction du parti pour qu'elle demeure juste. C'est l'insigne de la victoire que le Sayed en personne nous a remis en 2000, quand Israël s'est retiré du Liban. C'était une grande victoire très particulière. Seul celui qui a souffert de la situation dans laquelle nous étions comprend son importance.
L'année 2000 était quasiment un miracle. Personne ne pouvait espérer qu'Israël se retirerait, surtout sous la pression de la résistance. Tout le monde disait « l'œil ne résiste pas à la grosse aiguille ». Mais il l'a fait parce qu'au final c'est un droit et la voix du droit l'emporte envers et contre tout. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, l'imam Ali, le gendre du prophète, disait « Ne craignez pas d'emprunter le chemin de la vérité, même s'il est peu fréquenté. » C'est ce qui nous pousse à poursuivre sur ce chemin-là. Votre fils, il a peur du Hezbollah? Non, au contraire, il veut déjà rejoindre les rangs du Hezbollah. Pourquoi tu veux prendre les armes? Je combattrai chaque agresseur. Celui qui nous agresse, je veux le combattre. Bien sûr que je suis fier de lui. Il me dit toujours, quand je serai grand, je voudrais rejoindre le parti, soit en tant qu'ingénieur ou pilote, et faire quelque chose de bien. Cette nouvelle génération doit porter cette cause, parce qu'il ne faut jamais baisser la garde. Car si le parti lâche un peu de l'Est, tout le monde va nous sauter dessus. La nouvelle génération doit porter cette cause pour rester dans son droit, pérenniser cette voie et faire comprendre que nous ne permettrons plus à personne de nous agresser. Maintenant qu'Israël s'est retiré du sud du Liban, quelle est désormais la raison d'être du Hezbollah? Quel est le sens de sa résistance? Et là, la question se pose, est-ce qu'il n'est pas temps de remettre les armes? Est-ce qu'il ne faut pas faire l'adieu aux armes pour passer complètement aux politiques? Le parti s'est transformé d'une force militaire de résistance, ou djihadiste selon les expressions islamistes, en une force politique et populaire importante qui a répondu aux besoins de centaines de milliers de citoyens. Et c'est là où le Hezbollah commence à devenir cet éléphant dans le jeu de porcelaine. C'est là où peut-être certains membres du parti peuvent commencer à considérer que ce parti n'est pas fait pour ce genre de fonction, qu'il ne sait pas faire de la politique, qu'il ne devrait pas faire de la politique, qu'il devrait laisser cela à ses alliés de la scène chiite, comme le président du Parlement et son mouvement Amal, ou à ses alliés chrétiens, et qu'il devrait rester, si vous voulez, dans une sorte de gestion par l'arrière et de parrainage du système politique. Le Hezbollah est devenu l'un des principaux groupes armés de tout le Moyen-Orient. Il a créé des associations dans le domaine de la santé, de l'éducation. C'est un État dans l'État. Avec ses députés et ses ministres, il fait partie intégrante de la vie politique libanaise. Et ce choix fait débat et crée des tensions en interne. Mohamed Al-Jawahri appartient à ces combattants de la première heure qui ont remis en question leur confiance dans ce groupe armé, devenu progressivement une force politique. Il y a plus de 30 ans, le Sayed Hassan Nasrallah était notre ami et s'est rendu chez nous.
Il entrait ici comme l'un d'entre nous. Nous le connaissions très bien avant qu'il devienne le secrétaire général du parti. En 1997, la situation économique de notre région était très mauvaise. Notre région avait été laissée à l'abandon et il y avait peu de développement. En 1997, les gens ont fait une révolution, la révolution des affamés. Malheureusement, le Hezbollah, au lieu d'être le défenseur de ces gens, il s'est mis contre eux et leurs justes revendications. Au départ attentif à la crise agricole qui frappait la Beka, le Hezbollah a fini par se mettre en retrait pour laisser l'armée agir par la force. Pour beaucoup de chiites, le parti des déshérités, en intégrant le petit jeu politique libanais, s'est embourgeoisé et s'est trahi. À cause des abus de pouvoir, des abus financiers, moraux, les choses n'étaient plus comme ce qu'on nous avait enseigné. Il y avait une bifurcation par rapport au chemin que nous étions censés prendre. Mohamed Al-Jawari était un combattant du Hezbollah. Il était fidèle à ses principes et à ses chefs. Il est maintenant à la tête de l'opposition du parti dans son propre fief historique de Baalbek, dans la Beka. Malgré les intimidations et les menaces. Voilà les impacts de balles, ici. On a subi une attaque violente. Durant les élections de 2018, nous étions aussi en train de former une liste. Nous avons subi un harcèlement. C'était des tirs sur nos voitures, nos jeunes, et même sur nos maisons. Alors un groupe de combattants est venu se placer là-haut, et ils ont commencé à tirer au hasard, sur la maison, ici, sur le portail. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Tous les tirs étaient au niveau du sol. S'il y avait eu des gens ou des enfants, ils auraient sans doute été touchés. Je suis toujours vigilant. Mohamed prépare les élections législatives dans la circonscription de Baalbek, tenue par un député du Hezbollah depuis 30 ans. Ils veulent rester sur nos têtes et nous gouverner. Malheureusement, ils convainquent les gens avec des slogans vieux de 1400 ans. Des slogans sectaires et religieux, l'ardeur de notre religion, ils nous attaquent. Et quelle coïncidence, tous les 4 ans, ils se souviennent qu'ils sont attaqués. En ce moment, leurs députés et leurs candidats font le tour des maisons pour dire « Il y a une offensive des États-Unis contre nous ». Mohamed Al-Jawari épaule le docteur Saleh Al-Shal, qui tente de briguer un siège de député dans la circonscription contrôlée par le Hezbollah. Peuple de la Beka, ma grande famille de Baalbek, ma candidature est un cri face à ceux qui vous ont privé de vos droits civils et sociaux. Citoyennes, citoyens, réfléchissez 1000 fois avant de donner vos voix. Réfléchissez. Qui a bloqué les institutions de l'État et a abusé de ses biens? Réfléchissez. Qui a planté le sectarisme pour donner vie à ces petits projets?
Réfléchissez. Qui a fait exploser notre capitale, Beyrouth? Ne leur faites pas confiance, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Que vive le Liban, souverain, libre, indépendant. Vous voyez la situation économique et puis la situation régionale. Vous voyez la Syrie, vous voyez l'Irak, le Yémen. Moi, je vois que notre futur, c'est ça si on ne veut pas choisir quelque chose d'autre. Alors, je pense que c'est un défi, mais qu'on doit... on doit se foncer là-bas, ou quoi dire. Ouais. Si je peux vous demander, vous avez peur parfois? Bien sûr, on a peur, un peu. Peur, c'est normal, mais c'est un défi, il faut, je pense, s'y lancer. Et quel est le principal danger, selon vous, ici, dans cette campagne? Je peux penser au pire, alors peut-être un peu de pression, de stress. On va parler des défis psychologiques peut-être. Je ne peux pas penser à d'autres choses, au pire. Ouais, ça. Comme on dit ici, Inch'Allah khair. Ouais. Mon objectif est de récupérer la souveraineté du Liban. Parce que le Liban n'a pas de souveraineté en ce moment. Elle est kidnappée par les Iraniens. Est-il facile de se présenter dans la circonscription de Baalbek, gagnée par le Hezbollah depuis 30 ans? Ce n'est pas facile, mais il faut un début. C'est probable qu'on n'y arrive pas cette fois, mais il faut mettre des bases pour les prochaines générations. C'est à Baalbek qu'a débuté l'histoire du Hezbollah. La région, peuplée surtout de chiites, lui est restée fidèle. Mais la crise économique touche toutes les communautés religieuses, sans distinction. En effet, durant cette crise économique dans laquelle le Liban s'est noyé, l'humeur, même dans le milieu chiite, notre milieu, a trop changé. On le voit à travers nos visites au village, les réunions avec les gens. Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. La faim, la pauvreté, la misère, l'absence d'emploi, la chute de la livre libanaise, le taux de chômage très élevé. Nous sommes un pays dont la souveraineté est incomplète. Un groupe armé contrôle le destin de ce pays. Il contrôle la politique de ce pays, ses relations extérieures avec les pays arabes et tous les autres. Alors non. En même temps, les gens sont étouffés au niveau social. Donc la situation n'est plus supportable. Alors non. ووطن الآباء والأجداد ونريده واحدا موحدا أرضا وشعبا ودولة ومؤسسات. إن المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. فإن الشرط الأساس Tout au long de son expérience en politique, le parti avait promis de se concentrer sur les affaires libanaises et de promouvoir l'unité du pays. Mais sa présence dans l'État l'a associé à une classe politique accusée de corruption. Quant à sa résistance, elle devait se concentrer sur la libération du Liban. Elle s'est mise au service des visées stratégiques de l'Iran. Le Hezbollah exporte ses combattants dans tout le Moyen-Orient. Beaucoup en reviennent en martyrs. Bahreïn, Irak, au Yémen, en Syrie, où au nom de la lutte contre le terrorisme, le Parti de Dieu combat pour un régime qui mate dans la violence son peuple. Qui est intervenu au début en Syrie? Le Hezbollah ou les États-Unis? Le Hezbollah ou l'Europe?
Le Hezbollah ou l'Arabie Saoudite? Le Hezbollah ou la Turquie? C'est le Hezbollah ou tous ces pays qui sont intervenus en Syrie? Ceux qui sont intervenus en Syrie en premier ont créé Daesh et le Front al-Nusra, qui ont publiquement menacé la Syrie, mais aussi le Liban. Quand le danger frappe à votre porte, vous allez supprimer le danger. Le Hezbollah peut agir où il veut, comme il veut, à sa guise, sans devoir rendre de compte à personne, hormis à son parrain iranien. Au sein de cet État qu'il a investi, il paraît intouchable. Il était devenu, disons, le grand parrain du système, le protecteur, le grand frère, et celui avec qui le deal, une sorte de deal faustien avait été passé entre la classe politique honnie par les Libanais et le Hezbollah, qui était que le Hezbollah fermait les yeux, sinon encourageait parfois toutes les malversations et toutes les, disons, les méfaits de cette classe politique en contrepartie du silence de cette classe politique et de la légitimation par cette classe politique des armes du Hezbollah, de sa stratégie régionale. Mais voilà, le Hezbollah, comme tous les autres partis politiques, n'a pas vu venir la révolution libanaise. Depuis le 17 octobre 2019, les Libanais ont pris l'habitude de manifester pour dénoncer la faillite totale de l'État et la corruption de leurs leaders. Révolution ou révolte, au Liban, la colère est à la mesure de la crise. Nous sommes devant l'échec de tout le système, un système vieux de 100 ans. Le Liban est aujourd'hui dans une crise totale, dans une crise systémique totale. Les institutions ne fonctionnent plus, la classe politique est décriée, la crise économique et financière est gigantesque, on peut presque parler d'effondrement total. Il y a 18 communautés au Liban et chaque communauté a son propre parti. Et chaque parti a des escrocs comme leader. Tous les partis qui sont au Liban, les 18 partis sont des escrocs. Pour résumer, plus personne n'arrive à gagner son pain, plus personne n'arrive à manger. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'électricité. Il n'y a plus rien. Personne au monde ne peut subir ce qu'on vit là. Personne ne peut le supporter. Pour l'instant, on tient, mais après... Je veux que tout ce pouvoir politique s'en aille. Au Liban, la révolution du 17 octobre remet en cause toutes les forces politiques, sans exception. Le Hezbollah croyait peut-être pouvoir échapper à la vindicte populaire puisque d'abord dans sa génétique, dans son ADN, c'est un parti qui s'est toujours revendiqué de ce qu'il appelle lui-même les défavorisés, les déshérités, et parce que son caractère religieux supposément lui aurait donné une sorte d'immunité par rapport au virus libanais traditionnel, que ce soit la corruption, les malversations, le mafia business et autres et autres. Cette révolte populaire a propulsé le Hezbollah dans un agenda politique local, alors que sa tête et son énergie étaient surtout ailleurs dans la région, en Syrie, au Yémen ou en Irak. Il doit maintenant préciser la place qu'il occupe dans l'État et ses projets pour un Liban en crise. Le dernier manifeste politique du parti date de 2009. Le premier était en 1985. Doit-il être mis à jour? Absolument, absolument. Bien sûr, il va être mis à jour. Il va traiter tous les événements qui se sont passés. Bien sûr, nous ne fermons pas les yeux sur les événements et les actualités. Là où il y a une faiblesse, on va dire qu'on a une faiblesse. Quand on a une réussite, on va dire qu'on a une réussite. Quand les circonstances sont contre nous, on le dit. On ne prétend pas pouvoir tout faire, même si on a déjà fait beaucoup. Bien sûr, il y aura un manifeste.
On va bientôt l'annoncer. Ce sera un document politique qui répond à toutes les questions et à tous les défis, naturellement. Pouvez-vous nous donner des informations sur ce nouveau manifeste? Non. Bien sûr que non. Je ne vais pas anticiper son Éminence le Seigneur, le secrétaire général, en annonçant quoi que ce soit. Il y a des protocoles. Il y a des règles. Sans dévoiler pour l'instant les détails de son nouveau manifeste politique, le Hezbollah multiplie les meetings dans les régions libanaises. À charge de Naïm Kassem, numéro 2 du Hezbollah, de mobiliser ses troupes. Naïm Kassem est une figure historique du Hezbollah et ses sorties publiques sont rares et placées sous haute protection. Il a réservé sa première apparition de la campagne électorale aux Libanais du Sud, à ceux qui, sur le terrain, ont écrit la légende de la résistance. Nous agissons pour l'indépendance du Liban et le refus de la dépendance à l'étranger, qui que soit cet étranger, quels que soient les prétextes. Car les jeunes Libanais, le peuple libanais, sont capables de le construire et de le protéger sans le besoin d'une tutelle. Nous agissons pour l'indépendance du Liban. Mounif n'a pas manqué de venir écouter son leader. Il défend la ligne de son parti, loin des critiques qui le remettent en cause. C'est ce qui m'a intéressé. Parler de la souffrance du peuple, les difficultés du peuple. Le peuple souffre de la faim et de tout. Son discours a mis l'accent sur cela, pour que les gens respirent, que les gens trouvent une porte de secours. Et certainement, les promesses du Hezbollah sont respectées. Quand il promet, il tient sa promesse. Regardez tous les autres partis. Aucun d'entre eux n'a fait ce que le Hezbollah a fait. Notamment en ce qui concerne les approvisionnements, les navires de mazout qu'il a importés. On était proche de la guerre. Il a fait ça juste pour apaiser la souffrance des gens. Le monde entier s'est opposé à lui, mais il l'a fait. Et c'était une bonne chose. Malgré les obstacles, ça a marché. Quand le Hezbollah promet, il tient sa parole. Il ne laisse pas tomber. Le quotidien des Libanais ne se nourrit plus des promesses des uns et des autres. Il est fait de privations. La Dariyeh n'échappe pas à la crise. C'est le quartier sud de Beyrouth, à majorité chiite. Le parti y exerce un contrôle total. Il y a développé un puissant réseau d'associations dans les domaines de l'éducation, de la santé, des aides sociales, toutes au service de sa communauté. Et il surveille avec beaucoup d'attention la parole d'habitants qui lui sont redevables. À mon avis, il n'y a qu'une seule solution. Tous les chefs de parti doivent dégager pour qu'il ne reste personne pour voler et vider les caisses. Quand vous parlez de tous les chefs, vous voulez dire tous les chefs? Quand je dis tous, c'est tous à grands coups de pompe. L'avenir du Liban, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui puisse prévoir l'avenir. Même les politiciens ne savent pas où ils vont. Alors comment nous on pourrait le savoir? Qu'ils nous disent juste où ils vont. On est né dans un pays communautaire, mais on ne peut pas vivre isolé. Je ne peux pas dire si je suis pour un tel ou un tel. Celui qui me gouverne doit travailler pour le pays qu'il aime. Et peu importe sa communauté.
Il doit bien le diriger. C'est inacceptable qu'un parti accapare tout pour lui. Avez-vous des critiques à adresser au Hezbollah? Ce n'est pas que j'ai peur de parler. Je veux vivre dans un pays, je veux une personne pour me gouverner, qu'il soit un parti ou pas. Alors, vous n'avez pas de remarques? Non, non, je ne critique pas le parti. Et c'est pas que j'ai peur de parler. Je critique tout le pays. Ce n'est pas que le parti, c'est tout le pays. Moi, tout ce que je demande, c'est de prendre mon café le matin, avoir à manger et être tranquille. Ces habitants de la Dahiyeh remettent en cause le système en général. Il faut dire que critiquer en particulier le Hezbollah sur ces terres est risqué. Mais officieusement, la colère gronde aussi dans les rangs des sympathisants. Pour la première fois, le péril, le danger, il vient de l'intérieur de son corps lui-même. C'est-à-dire c'est sa propre population, sa propre base, sa propre société, les gens à qui il a voulu pendant 30-40 ans parler, vers lesquels il a inventé un narratif, celui des déshérités de la justice sociale, de la pureté de la politique ou du politique, etc., par rapport à laquelle il se retrouve complètement en porte-à-faux. C'est-à-dire, il ne sait pas très bien répondre à ce genre de crise. Le Hezbollah a peut-être d'extraordinaires capacités militaires, sécuritaires, de renseignement, etc. Il sait peut-être faire de la politique régionale, il sait moins faire de la politique locale. Personnalité de la révolution du 17 octobre, l'avocat Wassef Al-Arake défend un projet de Liban civil et laïque, ouvert à toutes les forces politiques et totalement indépendant. Le nombre de manifestants sur la place était d'environ 100 000. C'est un moment historique qui ne s'est jamais produit dans l'histoire libanaise. Pour moi, dans l'histoire moderne politique du Liban, il y aura un avant et un après 17 octobre. Il voit dans la crise économique une occasion peut-être unique pour associer les partisans du Hezbollah à ce projet. Pour moi, la plus grande faiblesse de toute force politique, c'est quand son tissu social se désagrège. C'est le cas du Hezbollah. Le Hezbollah fait partie du peuple, mais aujourd'hui il est affaibli. Et nous devons en profiter positivement, dans l'intérêt de la construction de la patrie. Le Hezbollah a le droit d'exister et il a un public. Mais on ne veut pas que son projet soit lié à un pays étranger. Ce qu'il faut, c'est un dialogue avec eux. Et la solution est de construire l'État, tous ensemble. Forcément, aujourd'hui, le Hezbollah doit trouver un nouveau discours, un nouveau souffle, qui serait peut-être un nouveau manifeste, qui reprendrait ce qu'il a été à l'origine, c'est-à-dire un parti des damnés de la terre, des déshérités, un parti révolutionnaire, etc. Et le manifeste de 2009, c'est-à-dire un parti qui joue complètement le jeu libanais avec ce qu'il a de brillant et de très terne, et parfois même de très détestable. Cette synthèse doit être faite aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, le parti se focalise sur l'idée de protéger la stabilité du pays. Mais en même temps, il n'expose pas ses idées pour améliorer le système. Comment le Hezbollah veut-il améliorer le régime libanais dans l'intérêt des gens ? Malgré une campagne électorale très dynamique et sans réelle surprise, le docteur Al-Shal a été battu dans la circonscription de Baalbek par le candidat du Hezbollah. Mais le Parti de Dieu et ses alliés ont perdu leur majorité au Parlement libanais, ouvrant peut-être la voie à une recomposition politique. À défaut d'avoir dévoilé un nouveau manifeste politique, Hassan Nasrallah a annoncé le 19 août 2022 l'ouverture d'un site touristique dédié au djihad dans la vallée de la Bekaa, bien loin des attentes d'une partie du peuple.
Chacun se demande maintenant comment le Parti de Dieu, en tant que force politique et groupe armé, voudra finalement se positionner dans ce Liban qui doit se réformer. Le Hezbollah doit comprendre que ce pays est le Liban et pas l'Iran. Je lui dis, il faut que tu t'assimiles plus à la société libanaise. Nous sommes prêts à être ton épée pour lutter contre la corruption. Nous ne sommes pas dans l'opposition par haine. Nous sommes dans l'opposition pour de bonnes raisons. Nous sommes dans l'opposition pour notre peuple, pour nous-mêmes et pour nos enfants.